Juillet 1881. Une incroyable rumeur circule sur les bords du Nil. Ce bateau transporterait les momies des plus grands pharaons de l'Égypte antique, Ramsès II et Séti Ier. De Luxor jusqu'au Caire, les hommes s'inclinent au passage de ce cortège fluvial. Il est dirigé par l'Allemand Emil Brugsch. Lorsqu'il atteint finalement la capitale, c'est une saga archéologique de plusieurs décennies qui se termine. Une aventure qui avait commencé par un pillage et qui s'est transformée en une incroyable quête des origines de l'Égypte antique. Au XIXe siècle, le succès d'une expédition se mesure au nombre d'objets précieux rapportés par les chercheurs de trésors. En 1851, le Français Auguste Mariette découvre l'entrée d'une tombe à Saqqara, près du Caire. On commence alors à envisager des méthodes plus scientifiques pour étudier les cultures antiques. Très jeune, Heinrich Brugsch se passionne pour les inscriptions démotiques, une forme cursive de hiéroglyphes. Tandis qu'il surveille son jeune frère, Émile, il recopie des lignes entières dont il ne comprend pas encore le sens. Ces inscriptions ne permettent pas encore de répondre aux questions que soulève le royaume des pharaons. Quand a-t-il été créé et par qui ? Heinrich Brugsch deviendra expert en écriture de l'Égypte antique. Les méthodes d'Auguste Mariette sont plus rustiques, mais efficaces. La quantité de trésors antiques est telle que peu importe la destruction de quelques objets. À Saqqara, Mariette est à la recherche d'un taureau sacré. Apis, dieu de la fertilité, était déjà vénéré en Égypte 3000 ans avant Jésus-Christ. Les taureaux auraient été enterrés aux côtés de trésors somptueux et reposeraient dans la nécropole de Saqqara, non loin de Memphis, l'ancien siège du pouvoir. Selon les égyptologues actuels, seul un tiers des tombes auraient été découvertes à ce jour. Saqqara était la nécropole de plusieurs dynasties, et de nombreux rois et hauts dignitaires y ont été inhumés. De quoi inciter Auguste Mariette à se risquer dans ce cimetière des taureaux.
Il pense être le premier à pénétrer dans ces catacombes. Ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose? Rien. Le sarcophage est vide, mais aucune trace de pillage. On a peut-être déplacé les momies des taureaux par peur des voleurs. Si l'explication se trouve sur les tablettes accrochées aux parois, Mariette est incapable de les déchiffrer. Mais j'arrive pas à lire. Dans la nécropole, les sarcophages pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Mariette retrouve 24 sarcophages, mais aucun taureau embaumé. Les scientifiques actuels ignorent toujours si les taureaux étaient vraiment inhumés à Saqqara. Mariette publie un plan très précis de la nécropole appelé Sérapéum. Il doit se faire traduire les inscriptions pour pouvoir les dater. Elles sont en démotique, une écriture cursive utilisée par les Égyptiens dans la vie de tous les jours. Comme dans l'île Éléphantine, située sur le Nil près d'Assouan. La Haute-Égypte est une contrée aride. Dans la mythologie égyptienne, on pensait que le Nil y prenait sa source. Le rivage de la petite île évoque la forme d'un éléphant. L'île Éléphantine demeure une plaque tournante pour les marchandises venues de la Méditerranée et à destination de l'Afrique. Voilà 40 ans que les instituts allemands et suisses de recherche sur l'Égypte ancienne étudient les vestiges d'Éléphantine.
L'étude de l'écriture démotique est une piste prometteuse pour l'avenir de l'égyptologie. Mais ce sont une langue et une écriture très difficiles à comprendre, et peu de confrères les maîtrisent. Ici, par exemple, quand nous retrouvons des textes au cours de nos fouilles, nous prenons des photos que nous envoyons à des spécialistes en Allemagne. Nous ne sommes pas en mesure de les traduire nous-mêmes. Les hiéroglyphes ont peu à peu laissé place au démotique, une écriture plus rapide au quotidien. Les tablettes d'argile sur lesquelles les Égyptiens écrivaient n'étaient pas destinées à être conservées. L'écriture démotique servait à l'activité quotidienne et notamment dans l'administration. À partir de l'an 700 avant Jésus-Christ, tous les écrits sont rédigés en démotique. Sur l'île éléphantine, plus de 900 papyrus et fragments de céramique portent des lettres démotiques. Ce document, par exemple, est un contrat de mariage. Il détaille ce que l'épouse pourra conserver en cas de divorce. Au fil des siècles, les habitations se superposent couche après couche sur la petite île. Une aubaine pour les archéologues. À Éléphantine, on a cette chance unique de trouver des supports écrits dans leur contexte d'origine, dans les maisons elles-mêmes. À son époque, Heinrich Brugsch n'avait pas accès à autant de sources. Il devait se limiter aux collections de papyrus des musées ou à ce qu'il pouvait acheter sur place en Égypte. En 1853, Heinrich Brugsch a pour la première fois l'occasion de se rendre au Caire. Il n'a aucune idée des réalités du pays. Le roi de Prusse lui a remis 1500 thalers. Une somme ridicule car le prix des objets antiques atteint alors des sommets en Égypte. بردية قديمة أوي. هي قديمة ما تصرف. دول زي بعض. Pour avancer dans ses recherches sur l'écriture démotique, Heinrich Brugsch consacre son maigre budget à l'achat de papyrus dérobés par des pilleurs de tombes. Eh monsieur, je vous le fais à 50 livres. Merci. Aujourd'hui encore, en Égypte, beaucoup d'objets anciens proviennent de sources douteuses. Au Caire, le Conseil suprême des antiquités égyptiennes se bat contre le trafic international d'œuvres d'art. Nous avons signé des accords avec de nombreux pays pour récupérer les objets d'art volés. C'était nécessaire parce que la première loi égyptienne, punissant vraiment l'exportation d'antiquités, ne date que de 1983. Auparavant, on pouvait revendre tout ce qu'on voulait et sortir des antiquités du pays. Selon les nouvelles dispositions, les archéologues doivent s'engager à remettre leurs découvertes à cette institution. Zahir Hawass dirige le Conseil des antiquités égyptiennes.
Pour faire des fouilles, il faut suivre certaines règles. En tant que gardien de ces monuments qui appartiennent au patrimoine mondial, nous devons être stricts, et je le suis avec tout le monde. À Saqqara, son équipe est en train de dégager la tombe du pharaon Téti, dont le règne s'acheva il y a environ 4300 ans. Mais des objets ont déjà été dérobés dans la sépulture. Autrefois, l'Égypte n'avait pas de stratégie pour empêcher les vols et le trafic d'objets antiques. Toutes sortes d'individus ont donc perpétré ce qu'on appelle ici le viol du Nil. Des aventuriers ou des trafiquants qui n'hésitaient pas à s'introduire dans les tombes et même dans les entrepôts pour y voler des statues. Saqqara est un cas d'école. Les pilleurs ont creusé en dessous des 5 magasins souterrains pour y dérober des antiquités. Ça a été un vaste pillage mené par des Anglais, des Égyptiens et des Américains qui ont fait sortir clandestinement un grand nombre d'objets. Les trésors retrouvés sont désormais stockés à Saqqara. Les mesures de sécurité renforcées compliquent la tâche des trafiquants. Les prix augmentent car le marché noir est lui aussi soumis à la loi de l'offre et de la demande. Les statues dorées et les sarcophages en bon état sont les objets les plus cotés. Comme ce cercueil d'un haut fonctionnaire inhumé vers l'an -100. Il a été découvert sous la nécropole, dans l'une des tombes à chambre qui ont été réutilisées au fil des millénaires. Zahir Hawass est persuadé qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir à Saqqara. Et à l'avenir, l'Égypte ne se laissera plus dépouiller. Beaucoup d'étrangers ont fait des fouilles à Saqqara. Auguste Mariette, les Allemands, les Japonais. On tenait beaucoup, nous les Égyptiens, à mener des fouilles en notre propre nom. Je n'ai pas toujours le temps de me déplacer moi-même, mais j'ai réussi à embaucher de jeunes Égyptiens qui font un travail extraordinaire ici. Et leurs découvertes sont connues dans le monde entier maintenant. Retour 1 siècle et demi plus tôt. Après plusieurs mois de travail, Auguste Mariette se rend à l'évidence. Il lui faut de l'aide pour décrypter les inscriptions du Sérapéum. Il s'adresse à Heinrich Brugsch. Bienvenue, monsieur Brugsch. Vous avez fait bon voyage? C'est bien, Mariette. Venez, j'ai quelque chose d'urgent à vous montrer. Oui, venez. Brugsch se met tout de suite au travail. Et il comprend très vite que le sens des inscriptions du Sérapéum est capital. Il y est question des taureaux Apis. Mais au lieu de trouver des indices sur le nouvel emplacement des momies, Brugsch décode une chronologie du règne des pharaons.
À chaque taureau correspond un souverain. Il est ainsi possible de déduire leur date de règne. Une découverte inespérée. Ah, Mariette, on va peut-être trouver la descendance des pharaons. De Ramsès II jusqu'à l'époque grecque. C'est vrai? Tu sais, c'est pareil, tu peux avoir tout l'or du monde. Tu ne sauras jamais autant sur l'histoire Égypte. Et avec ça, tu sauras tout. Mariette prend conscience de l'ampleur de cette découverte. Mais il reste difficile de dater les débuts de cet empire légendaire. En 1853, les estimations des experts divergent encore de plusieurs millénaires. En effet, les chronologies des Égyptiens de l'Antiquité ne s'appuient pas sur un calendrier fixe. Le comptage des années redémarre à chaque nouveau pharaon. En 1864, une nouvelle chronologie est retrouvée, la fameuse table d'Abydos. Ce document liste les 76 pharaons qui ont précédé Séti Ier et reproduit leurs cartouches, c'est-à-dire leurs noms et leurs attributs. Le premier représente le pharaon Ménès, dont le règne est estimé autour de 3100 avant Jésus-Christ. On sait aujourd'hui que Ménès n'était pas le premier pharaon. Günther Dreyer dirige l'Institut allemand d'archéologie au Caire. Ses dernières découvertes sont extraordinaires. Nous avons fait des découvertes très surprenantes, on pourrait dire sensationnelles. On ne pensait pas qu'il existait des sources et des traces écrites qui pouvaient nous apprendre des choses sur cette époque. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux. On peut maintenant affirmer qu'il existait déjà une écriture en Égypte à une date bien antérieure à ce qu'on pensait. Du coup, l'histoire du pays s'en trouve rallongée aussi. On peut remonter le temps pas à pas vers les racines de la civilisation égyptienne. À Abydos, Günther Dreyer est sur les traces de ce que l'on appelle la dynastie 0. Il a découvert des sépultures antérieures de 150 ou 200 ans à celles de la dynastie de Ménès. Parmi les objets retrouvés, une crosse en ivoire vieille de plus de 5000 ans. Serait-ce le sceptre du tout premier souverain? Sur l'un des vases trouvés apparaît clairement un scorpion. Peut-être s'agit-il du roi Scorpion. Les fouilles d'Abydos constituent un tournant décisif. Cela nous permet de remonter au moins 200 ans plus tôt dans l'histoire du pays. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'unification de l'Égypte? Un empire plus petit, centré sur la Haute-Égypte d'abord, qui s'est ensuite étendu à toute l'Égypte. Nous avons donc repoussé de 2 bons siècles la limite entre histoire et préhistoire. Après l'épisode du Sérapéum, Mariette poursuit ses recherches avec beaucoup plus de rigueur. Il fait entièrement confiance à Heinrich Brugsch, qui l'accompagne désormais dans ses fouilles. Vous étiez où exactement?
Ils explorent une trentaine de sites au fil du Nil, pour arriver enfin à Thèbes, l'autre capitale de l'Égypte antique à partir de la 11e dynastie. Heinrich Brugsch écrit dans son journal: Nous avons la chance d'être en parfaite harmonie, tant dans notre amitié que dans notre travail de recherche. Nous avons appris l'un de l'autre et complété nos lacunes respectives sur l'étude de l'Antiquité et de la langue égyptienne. Peu à peu, Mariette cesse d'envoyer des objets en France. La place des antiquités égyptiennes est en Égypte. Au bout de quelques années, le résultat de ces fouilles permet de remplir un musée. En 1858, l'ancêtre de l'actuel musée égyptien du Caire ouvre ses portes. Les autorités égyptiennes y voient l'occasion de promouvoir le rayonnement de leur pays. Mariette se voit confier la direction du musée. Il prend soin de prévoir une place d'honneur pour le plus grand des pharaons, Ramsès II. C'est ici que sera la place de Ramsès II qu'on l'aura retrouvé. Mais le sarcophage du souverain reste introuvable. Aujourd'hui, le musée égyptien a déménagé et se trouve en plein centre du Caire. Environ 1,5 million de pièces y sont conservées. C'est la plus grande collection d'art de l'Égypte antique. Elle regroupe des objets datant des 5 derniers millénaires. Mais depuis le début du XXe siècle, les salles d'exposition sont surchargées. Les nouvelles acquisitions ont été entreposées au sous-sol, sans que l'on prenne la peine d'enregistrer le lieu de découverte des objets. En 2004, Wafa El Sadiq prend la direction du musée. Elle le réorganise et met en place une toute nouvelle gestion. Je suis sûre qu'on va pouvoir compléter nos connaissances dans certains domaines de l'histoire antique égyptienne. Toutes les pièces que nous avons ici ont été découvertes par des archéologues un peu partout en Égypte sur une période de 140 ans. Vous pouvez imaginer les trésors qui sommeillent dans notre sous-sol et qu'on va redécouvrir. Le laboratoire de conservation du musée répertorie les objets exhumés. 6 archéologues ont passé les caves au peigne fin pendant des mois. « 6000 sarcophages et 2000 récipients ont été recensés. Mais la directrice estime qu'il faudra encore 2 ans à ses 50 collaborateurs pour achever l'inventaire du sous-sol.
Dans certains cas, personne ne sait d'où viennent les pièces, ni de quand elles datent. Les descriptions sont un peu approximatives. Ici, par exemple, grand masque de cercueil. Mais certaines des pièces ne referont jamais surface. Au milieu du 19e siècle, les employés mal payés s'assurent parfois des revenus d'appoint en revendant les momies. Emil Brugsch, le petit frère de Heinrich, est devenu le conservateur de l'établissement et réalise des affaires juteuses. Des musées et des collectionneurs privés du monde entier s'approvisionnent directement dans les caves du musée. Pour cette pièce-là, je veux 150. Si Mariette a longtemps fermé les yeux sur les pratiques du frère d'Heinrich, sa patience a eu des limites. Emile, moi j'en je pense, mais tu vas bien ça dans la tête. Il donne une nouvelle chance à Émile. Il en fait son assistant et ils partent pour la vallée des rois. Leur but, retrouver la momie et le sarcophage de Ramsès II. La sépulture du pharaon était déjà vide quand elle a été découverte. Pourtant, certains objets funéraires qui circulent sur le marché noir font penser que les pilleurs ont découvert l'endroit où repose le souverain. Mariette pense que la momie se trouve encore quelque part dans la vallée des rois. Malheureusement, la tombe de Ramsès II et celle d'autres souverains sont depuis toujours la proie des pilleurs. Ces derniers ont emporté les objets de valeur, sans toucher au sarcophage. C'est pourquoi, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, les prêtres égyptiens ont transporté les momies vers des cachettes secrètes, hors de la vallée des rois. Aujourd'hui, la vallée des rois est protégée des pilleurs grâce à une surveillance assurée 24 heures sur 24. Mais les tombes sont à nouveau menacées. L'humidité de l'air et la température se sont fortement modifiées au cours des dernières décennies. Il faut dire que près de 8000 touristes affluent ici tous les jours. L'archéologue Kent Weeks a créé le Theban Mapping Project pour sauver le site. See, can you imagine? 64. 64% is the humidity. My gosh. Yeah. And the temperature is 30. Yeah. What was it early this morning?
Son équipe mesure matin et soir l'humidité de l'air. Elle s'élève à 20% en début de journée et atteint 85% après le départ des touristes. Pendant des millénaires, les tombes sont restées préservées grâce au climat désertique. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Le risque, c'est que le revêtement des parois se ramollisse et s'effrite, que les pigments se ternissent. À terme, la structure des tombeaux va s'affaiblir et les colonnes vont se fragiliser au point que les plafonds pourraient s'effondrer. Pour parer au plus pressé, de nombreux tombeaux ont été fermés temporairement au public. Ce n'est pas la seule menace qui pèse sur la vallée des rois. Certains visiteurs font très attention, ils ne touchent à rien et ne prennent pas de photos. Mais d'autres s'approchent de très près des objets anciens et essaient de les toucher ou même de voir si la peinture s'enlève quand ils passent le doigt. Kent Weeks a décidé que les salles seront ouvertes au public par roulement. Il prend même des dispositions pour qu'un jour, les tombes ne soient plus du tout accessibles aux touristes. Son projet, des visites virtuelles et interactives de la vallée des rois, qui permettront à n'importe quel internaute d'admirer les tombes. Aucun des pharaons de l'Antiquité ne pouvait imaginer que sa sépulture accueillerait 8000 visiteurs par jour. Ces tombes ont été conçues pour accueillir l'esprit du pharaon et des divinités auxquelles il était associé. C'était un environnement scellé, auquel personne n'était censé toucher. Nous sommes donc des intrus. Elles ne sont pas faites pour recevoir un tel nombre de touristes. Kent Weeks travaille depuis son bateau, à 2 pas des temples antiques. Pour le compte du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, il essaie d'évaluer le nombre de visiteurs que peut accueillir la vallée des rois sans que les dommages soient irréparables. Qu'on travaille à Paris, au Mexique ou au Guatemala, quand on est archéologue, on doit lever des fonds. Et c'est de plus en plus difficile. L'archéologie demande de gros moyens et beaucoup de main-d'œuvre. Les technologies sont de plus en plus coûteuses. De nos jours, les archéologues passent presque autant de temps à trouver des financements qu'à travailler sur le terrain. Les chantiers de fouilles ont généré de nombreux emplois en Haute-Égypte. Autour des sites historiques, les constructions se sont multipliées. Et la majorité des habitants des rives du Nil travaillent pour l'industrie touristique. C'est l'archéologie qui a permis l'explosion de ce secteur. Le tourisme rapporte chaque année plus de 7 milliards d'euros à l'État. Plus de 3000 ans après son règne, Ramsès II se retrouve à nouveau sous les feux de la rampe.
Aujourd'hui, la statue du pharaon doit être déplacée. L'opération tourne à la fête et c'est une véritable haie d'honneur qui accompagne le souverain. Un camion a été aménagé pour le transporter à la verticale jusque dans une banlieue du Caire. Pendant 30 ans, Auguste Mariette a cherché sans relâche la momie de Ramsès II. Il a bravé le climat désertique et les bandes de pilleurs, mais il est atteint de diabète. Les frères Brooks savent que leur mentor est au plus mal. C'est avec une nouvelle sensationnelle qu'ils lui rendent visite. Auguste, nous sommes venus te dire quelque chose. Oui, nous avons une bonne nouvelle. La police. Il a arrêté un pilleur de tombes. Il revendait tout dans le bazar. Nous avons maintenant la momie de Ramsès II. C'est vrai ça? Oui, près de sa première tombe, dans la vallée des rois. Ton frère rentre bientôt à Berlin. Je veux que tu termines le travail que j'ai pas fini. Trop Ramsès II. File-le pour moi. Emile Brooks part immédiatement pour Luxor. Il n'y a pas de temps à perdre, car la nouvelle se répand déjà. La tombe se trouverait dans ce que l'on appelle la cachette royale, à quelques kilomètres au sud de la vallée des rois. Ce sont des pilleurs de tombes notoires qui conduisent Émile sur les lieux. Depuis des générations, la famille Abdel Rassoul vit du recel des objets volés dans les tombes. Les descendants de cette famille vivent encore aujourd'hui dans le fameux village des pilleurs de tombes, Gourna. Mais c'est officiellement qu'ils s'intéressent maintenant aux tombes royales. Ils travaillent pour l'Institut allemand d'archéologie à Dra Abou El Naga, une autre nécropole à quelques kilomètres de la vallée des rois. Depuis 1991, l'Institut explore ce gigantesque cimetière. Daniel Poltz, le directeur des fouilles, veut en savoir plus sur la deuxième période intermédiaire, c'est-à-dire sur la période qui va de moins 1600 à moins 1000. La deuxième période intermédiaire a conduit à l'âge d'or de l'Égypte antique, le Nouvel Empire. C'est pour cela qu'elle nous intéresse, parce qu'elle a débouché sur la constitution d'un État, ce qui était pratiquement une première dans le monde antique. En son temps, Auguste Mariette était déjà persuadé que Dra Abou El Naga devait être un cimetière particulier. Mariette a été le premier à systématiser les méthodes de recherche. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il utilisait déjà des documents antiques pour trouver des indices, par exemple sur l'emplacement des tombes des rois. Et il venait sur place ici, à Luxor, pour explorer ces pistes. Il s'appuyait sur ces sources comme on utiliserait un plan.
C'est une méthode entre guillemets moderne. Une façon assez novatrice pour l'époque d'aborder l'archéologie. Ce qui nourrit l'imagination des archéologues depuis près de 2 siècles, c'est un objet acquis par le British Museum en 1830. Le sarcophage doré d'Antef VII, un pharaon de la 2e période intermédiaire, inhumé à Dra Abou El Naga. Toutefois, il reste à trouver l'emplacement de la chambre funéraire. Le point de départ d'Auguste Mariette était un papyrus qui se trouvait également au British Museum à Londres et qui décrit assez précisément où a été inhumé le pharaon. Le papyrus Abbott décrit une enquête menée par des fonctionnaires autour de l'an 1115 concernant des vols commis dans des sépultures. On y apprend que les tombes se trouvent tout près d'une pyramide. Daniel Poltz a réussi à identifier l'endroit. Ces galeries plongent jusqu'à 10 mètres de profondeur. Mais les archéologues ne retrouvent qu'un sarcophage vide qui appartient à la sépulture privée d'un haut dignitaire de l'administration égyptienne. Si des pilleurs de tombes sont passés avant lui, Daniel Poltz espère qu'ils n'ont pas emporté les trésors scientifiques. Nous ne nous intéressons pas aux mêmes objets que les pilleurs de tombes. De nos jours, on ne cherche plus des bijoux, de l'or ou d'autres métaux précieux, mais plutôt des vestiges de mobilier funéraire qui peuvent nous livrer des informations. On raconte également que le village de Gourna s'est construit au-dessus de ces fameuses tombes encore mal connues. Des souterrains partant des caves des maisons s'enfonceraient dans la montagne sur plusieurs centaines de mètres. Mais une loi a été adoptée en 2006 pour mettre un terme au pillage. 3000 familles vont devoir déménager. Bientôt, les maisons de Gourna auront disparu. Les archéologues pourront alors explorer les caves pour y découvrir peut-être d'autres objets surprenants, s'il en reste. Juillet 1881. Emil Brugsch est à quelques instants d'une découverte sensationnelle. Ce souterrain est censé le conduire à la dernière demeure des pharaons immortels. Et peut-être à la gloire. Il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une tombe. Les sarcophages et le mobilier funéraire sont entassés n'importe comment. Visiblement, les pilleurs se sont servis. C'est bien la dernière demeure des plus grands souverains d'Égypte. Et parmi eux, Ramsès II. Dans la cachette royale, Emil Brugsch retrouve 36 cercueils, dont ceux de Thoutmôsis III, Séti Ier et Ramsès II. Ces notes révèlent son émotion. Je suis fier, en tant qu'Allemand, d'avoir la joie d'accompagner les anciens pharaons jusqu'au Caire, où les attend une place de choix au musée. Jamais le Nil n'aura porté un aussi noble convoi. En juillet 1881, Emil Brugsch entame la descente du Nil avec ses précieuses découvertes. Par peur des voleurs, il a réclamé une discrétion absolue.
Mais tout le pays a entendu parler de ce convoi. Et jusque dans les rues du Caire, les Égyptiens viennent rendre un dernier hommage à leurs anciens souverains. Auguste Mariette n'aura pas connu ce triomphe. Aujourd'hui, sa statue veille sur le musée égyptien. Ramsès II a rejoint la place d'honneur qui lui revenait. La découverte de sa momie a marqué la naissance d'une science. Désormais, les archéologues s'attachent à protéger les trésors du passé. Et peu à peu, la lumière se fait sur les origines de l'Égypte ancienne.